à toutes et à tous, bienvenue dans 2022 l'invité, votre rendez-vous politique créé spécialement pour le Salon international de l'agriculture. Chaque jour de 9h30 à 10h, nous serons en direct vidéo sur la page Facebook de Émerger, la chaîne YouTube également de Émerger et la chaîne YouTube Power Boost pour accueillir une personnalité de la vie politique. Et pour lancer le bal, j'accueille ce matin Marie-Christine Verdier-Jouclas. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Alors vous êtes députée de la 2e circonscription du Tarn depuis juin 2017, élue sous l'étiquette La République En Marche. Vous êtes aussi le porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale et coprésidente du groupe d'études Vignes, Vins et œnologie à l'Assemblée nationale. Et avec vous Madame la députée, nous allons voir aujourd'hui, on va revenir sur l'actualité bouillante de cette semaine forcément, c'est l'invasion russe en Ukraine. Nous parlerons aussi de la présidentielle et pour finir, d'agriculture puisqu'on est aussi là pour ça. 2022 l'invité, ça démarre tout de suite. C'est folle au sens où on en profite pour aller voir toutes les personnes qui nous sollicitent aussi dans l'année. Aller voir aussi, moi je vais aller voir les Tarnais qui sont montés souvent avec leurs animaux, les lycées aussi agricoles, etc. Donc oui, c'est incontournable, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et j'espère vraiment que le public sera au rendez-vous et qu'il sera bien là. Et on l'espère pour tous ces exposants, pour toutes ces personnes qui ont travaillé, puisque l'édition forcément de l'année dernière avait été annulée. Alors Madame la députée, dans la nuit du 23 au 24 février, Vladimir Poutine, le président russe, a déclaré la guerre à l'Ukraine en bombardant le pays dans différentes régions. Et selon un dernier rapport, on dénombre déjà plus de 150 morts, militaires comme civils du côté ukrainien. Madame la députée, j'ai à côté de moi Raphaël Bardona et avec lui, on va revenir justement sur ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Bonjour Alban, bonjour Madame la députée. Comment est-ce que la France peut faire plus dans ce conflit ? Comment elle peut faire plus ? Continuer déjà à faire ce qu'elle fait et pas seule, avec l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que c'est unifié, en unité, avec tous les pays au niveau de l'Europe, qu'on pourra agir par rapport à ce conflit. Et je voudrais juste commencer pour avoir un message de solidarité et de soutien envers le peuple ukrainien. Ce matin-là, moi, quand je me suis réveillée, c'est la première chose qui m'est venue. Donc n'oublions pas qu'il y a des personnes qui souffrent pour l'instant et qu'il faut tout faire pour pouvoir faire cesser ce conflit. Les États-Unis alertaient sur un envahissement de l'Ukraine de la part de l'armée russe depuis plusieurs semaines déjà. Est-ce que la France n'a pas pris cet alerte assez au sérieux ? Vous savez, on peut toujours refaire le match quand il a été joué. Nous, ce qu'on sait, c'est que le président de la République n'a eu de cesse, et pas tout seul, avec le format Normandie, de faire en sorte qu'il y ait une désescalade, de faire en sorte que la voie diplomatique puisse être entendue et qu'on puisse justement ne pas aller vers un conflit armé, mais qu'on puisse avoir par la voie diplomatique un arrangement qui fasse qu'on ne soit pas dans cette situation aujourd'hui. Sauf que quand il y a un conflit, il y a plusieurs personnes. Et donc quand vous avez le président Poutine qui finalement a fait croire, je crois qu'on peut le dire, qu'il pourrait être favorable à une sortie diplomatique, et quand on voit finalement comment il a préparé son attaque et comment aujourd'hui c'est toute l'Ukraine qui est attaquée, on comprend bien qu'en fait qu'il n'a jamais eu l'intention de faire la voie diplomatique. On peut parler de duplicité. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut reprocher quoi que ce soit au président de la République ou aux autres acteurs au niveau de l'Europe ? Non, je ne le pense pas. C'était une voie qu'il fallait de toute façon Marie-Christine Verdier-Jouclas, est-ce qu'aujourd'hui envoyer des soldats en Ukraine, c'est une option pour la France ou c'est impossible ? Alors je vais être très claire avec vous. Aujourd'hui, moi je suis députée. D'accord ? Je ne suis pas au gouvernement, je ne suis pas le président de la République, je ne suis pas à l'Europe. Et donc, ce n'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Mais est-ce que selon vous, il faut le faire ? Moi, je m'inscris pleinement dans les décisions qui seront prises avec un chef d'État que nous avons, qui est le président de la République et qui est aussi aujourd'hui à la tête de la présidence de l'Union européenne. Et donc, qui ont tout en main et toutes les cartes en main pour pouvoir prendre les bonnes décisions, en tout cas les décisions qui s'imposent et qui s'imposeront au moment en fonction des circonstances. Donc personnellement, je ne donnerai pas d'avis sur ça parce que je ne suis pas dans les armées, parce que je ne suis pas un diplomate à ce niveau-là et que je ne peux pas donner Madame la députée, un avis et une solution. Vous le dites, Emmanuel Macron est le président de l'Europe aujourd'hui. On voit qu'il y a différentes pistes qui sont à l'étude pour sanctionner la Russie, comme déconnecter le pays du réseau bancaire mondial SWIFT.
Mais il y a certains des membres de l'Union européenne qui sont contre, que ce soit l'Allemagne ou l'Italie. Est-ce qu'Emmanuel Macron il doit pousser pour que l'Europe soit unie dans ses sanctions? Emmanuel Macron doit pousser pour qu'il y ait des décisions qui soient en unité. Et comment fait ça? Comment le président de la République et le président de l'Europe fait ça? Mais comme il fait depuis le début, sur plein de décisions, je vous rappelle qu'on a eu une crise sanitaire, que le plan relance que nous avons eu et les 100 milliards d'euros donnés par l'Europe, c'est parce que Emmanuel Macron a su convaincre ses pairs au niveau européen qu'il fallait absolument que l'Europe puisse venir en soutien par rapport à la crise sanitaire. Donc c'est à lui de voir avec ses pairs comment aujourd'hui on peut avoir une unité par rapport aux sanctions qui doivent être prises, qui doivent être fermes et qui doivent être données face à la Russie, quelles qu'elles soient. Il y a déjà des sanctions qui ont été décidées. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Il y a déjà des sanctions qui ont été données. Est-ce qu'elles sont suffisantes ou pas? Je n'en sais rien. En tout état de cause, elles existent. Elles ont été faites rapidement. Et ce n'est pas pour ça qu'il ne doit pas y en avoir d'autres. Mais il faut les laisser travailler. La France a envoyé des soldats supplémentaires en Roumanie. Si les soldats russes pénètrent les frontières roumaines, est-ce que c'est là seulement que la France donnera une réponse militaire? Je ne suis pas le chef des armées, je ne vous répondrai pas à cette question. Et en plus, je pense sincèrement qu'il ne faut pas donner des avis sur cela, parce qu'il ne faut pas non plus inquiéter inutilement les citoyennes et les citoyens de France. Il faut laisser travailler ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui pour pouvoir travailler. Si le président de la République est venu juste ce matin, parce qu'il l'avait promis, saluer les agriculteurs et faire juste l'ouverture du salon, et qu'il est reparti, pourquoi? Parce que justement, il a des choses sérieuses et graves pour lesquelles il doit s'occuper et qu'il laisse son Premier ministre et le ministre de l'Agriculture continuer à faire toute la journée au salon. C'est bien parce que la situation est grave et qu'ils ont besoin de travailler. Laissons-les travailler. Vous avez parlé des sanctions économiques contre la Russie. La Russie, justement, a promis de répondre à ces sanctions avec des sanctions encore plus fortes, notamment en augmentant le prix de leur gaz. Est-ce que c'est parti pour l'escalade, Madame la députée? De toute façon, on le sait bien, et le président l'a encore dit ce matin au salon, qu'il y aura des conséquences forcément économiques sur notre pays et qu'il faut s'y préparer. Et en plus que ce sera des conséquences qui ne seront pas forcément de courte durée. Il y a un risque de spéculation au niveau du gaz, il y a un risque de spéculation au niveau des céréales, et particulièrement le blé. On le sait, donc on est à l'écoute et il faudra certainement au niveau français et au niveau européen qu'on mette en place des dispositifs pour qu'il n'y ait pas de conséquences fâcheuses par rapport à notre économie à nous. Mais on le sait pertinemment. Pour autant, ce n'est pas parce qu'il y a un chantage et un risque effectivement qu'on ait des conséquences des sanctions qu'on donne à la Russie pour s'empêcher de donner des sanctions à la Russie. Il faut qu'on reste cohérent, on doit sanctionner ce qui se passe actuellement, on doit condamner et ensuite, en fonction des conséquences que ça aura dans notre pays ou au niveau de l'Europe, nous ajusterons et nous mettrons des mesures. On a su le faire pendant la crise sanitaire, c'était une autre guerre. Justement, mais on a su le faire aussi. Vous parlez de ça, est-ce que l'Union européenne ne devrait pas s'entendre pour partager les conséquences de ces sanctions économiques? Mais qui vous dit qu'ils ne le feront pas? Aujourd'hui, est-ce qu'ils doivent le faire d'ores et déjà? Mais je ne sais pas s'il faut qu'ils le fassent d'ores et déjà, mais en tout état de cause, ils le feront s'il faut qu'ils le fassent. Encore une fois, je me répète, je sais que vous êtes très insistant, laissons-les travailler. Emmanuel Macron s'était rendu à Moscou il y a 2 semaines pour apaiser les tensions. Vous l'avez dit, Vladimir Poutine a quand même décidé de rentrer en guerre contre l'Ukraine. Est-ce que cette visite diplomatique a servi à quelque chose au final? Bien sûr que toutes les visites diplomatiques servent à quelque chose à partir du moment où elles ont un seul objectif, c'est d'éviter le conflit. Après, ce n'est pas parce que le conflit n'a pas été évité qu'il ne fallait pas faire cette visite. On aurait dit quoi si Emmanuel Macron était resté tranquillement à Paris ou à Strasbourg parce qu'il fait la présidence de l'Union européenne et qu'il n'aurait pas tenté d'aller faire justement ces visites diplomatiques? On aurait fait exactement le reproche en sens inverse en disant il n'a rien fait. Je crois qu'il ne faut jamais s'empêcher de tenter jusqu'au bout de faire rendre raison à la voie diplomatique. On voit bien qu'aujourd'hui ça a échoué. C'est triste et c'est grave pour le pays Ukraine et pour nous, mais on aura au moins tenté jusqu'au bout de faire raison, de faire résonner cette voie diplomatique. Et bien sûr qu'il a eu raison d'y aller et que ça ne sert pas à rien, ce n'est pas vrai. Merci Marie-Christine Verdier-Jouclas. Merci Raphaël Bardona. Et on parlait du président de la République qui d'ailleurs a demandé un conseil de défense justement aujourd'hui sur cette question. Merci. Marie-Christine Verdier-Jouclas, on va continuer
de parler de ce conflit justement russo-ukrainien, mais sous un angle différent et notamment avec les conséquences que ce conflit implique, notamment la campagne présidentielle qui a connu un coup d'arrêt ou du moins un ralentissement depuis jeudi. Pour en parler, j'accueille Manon Blangis. Bonjour. Bonjour Alban, bonjour Madame Verdier-Jouclas. Est-ce qu'Emmanuel Macron va faire campagne? Il faut lui demander à lui. Est-ce que... Oui, mais alors c'est moi qui vous pose malheureusement les questions. Est-ce que vous pensez qu'il aura le temps, du moins, de faire campagne? Aujourd'hui, c'est pas le sujet, sincèrement. Il y a une date effectivement à moins de 50 limite. jours de l'élection présidentielle, ça reste un sujet important. Il y a une date limite effectivement à laquelle il devra annoncer sa candidature. Ce que nous pensons, parce que je n'ai aucune affirmation à ce sujet, c'est que ça sera forcément une candidature qui sera en sobriété. Et on nous demande à nous aussi aujourd'hui, parce que vous savez qu'on est sur les marchés, on fait du porte-à-porte pour aller à la rencontre des Français, pour faire un peu le bilan de notre action pendant 5 ans, de le faire aussi avec sobriété, mais d'y aller quand même pour pouvoir ne serait-ce que parler de la situation actuelle avec la guerre en Ukraine et pour pouvoir aussi rassurer les Français. Donc ce sera une campagne éclair, ce ne sera pas vraiment une campagne... comme on l'entend, comme on l'a vu pour les précédentes? Je ne peux pas répondre à cette question parce que ça dépendra de l'évolution de la situation et de l'actualité. Le président de la République a dit ce matin que c'est une situation qui, de toute façon, allait durer dans le temps. Donc on peut effectivement, à ce moment-là, supposer que la campagne sera forcément raccourcie. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de lui en tant que président de la République, on a besoin de lui en tant que président de l'Union européenne. Voilà, et pas forcément en tant que candidat, même s'il faudra bien qu'il déclare sa candidature. Mais finalement, ce n'était pas du coup un mauvais choix de se déclarer aussi tardivement? Même si évidemment on ne peut pas prévoir ce genre de Je vais dire, conflit. comme à votre collègue, c'est facile de refaire le match quand il a été joué. Aujourd'hui, nous, ce qu'il nous avait demandé, quand il nous avait reçus en juillet à l'Élysée, c'était de travailler jusqu'au dernier jour. On a encore fait des textes et on a voté définitivement des textes jeudi. Je veux dire, on a bien travaillé jusqu'au dernier jour et ensuite, moi, je vais repartir en circonscription et je vais continuer à travailler sur le terrain. Donc lui, il a dit aussi qu'il s'appliquerait la même chose et qu'il travaillerait jusqu'au dernier jour. Et moi, je le salue parce que, encore une fois, à partir du moment où on est en campagne, on n'est plus écouté comme étant l'élu. Mais on a aussi besoin d'entendre Emmanuel Macron en tant que candidat. Les Français ont aussi besoin de l'entendre sur d'autres sujets que celui de la guerre en Ukraine. C'est vrai, sauf qu'aujourd'hui, on a une guerre en Ukraine, donc il faut en tenir compte. Et ensuite, ils ont surtout envie d'entendre Emmanuel Macron sur un projet, sur un programme. C'est ça surtout qui est important. C'est qu'est-ce qu'on peut envisager dans les 5 ans à venir, qu'est-ce qu'on propose dans les 5 ans à venir. Donc comment on gère ça? Comment on gère cette campagne présidentielle alors que ça soit au niveau d'Emmanuel Macron, que ça soit au niveau des autres candidats? Comment on fait alors qu'on a ce conflit en Ukraine? On ne peut pas continuer les meetings festifs, ça paraît un peu absurde dans cette situation. C'est pour ça que je pense que ça sera une campagne, tant que la situation sera aussi tendue qu'elle l'est aujourd'hui, une campagne avec sobriété. Mais d'un autre côté, il faudra aussi quand même faire campagne et expliquer aux Français ce qu'on veut leur apporter dans les 5 années suivantes. Enfin, on a des élections quand même présidentielles et législatives qui sont importantes pour l'avenir du pays. Donc il faut qu'on puisse pouvoir mener ça parallèlement. Mais concrètement, c'est, vous l'avez dit peut-être, c'est faire des meetings, mais pas effectivement un après-meeting. C'est voilà, s'inventer. Il faudra certainement inventer. On l'avait déjà fait quand même plus ou moins avec les élections départementales et régionales où on était quand même en pleine crise sanitaire. Il faudra se réinventer, mais c'est important d'aller à la rencontre des Français et de leur dire ce qu'on veut faire. Après, pour les autres candidats, ça fait un moment qu'ils sont en campagne, donc je ne me fais pas de soucis pour eux. Alors, est-ce qu'il faudrait tout de même, selon vous, la reporter? Alors, on sait que le Conseil constitutionnel ne permet pas de reporter l'élection présidentielle pour ce type d'excuses, enfin de conflits. Est-ce que, quand même, on devrait pouvoir reporter l'élection présidentielle? Nous n'avons pas reporté les élections départementales et régionales, on les a juste décalées. Nous n'avons pas reporté les élections municipales, on a juste décalé le 2e tour. Alors qu'on était aussi en guerre, mais en guerre contre un virus. La guerre est en Europe et elle est aux portes de l'Union européenne, mais la guerre n'est pas en France. Enfin, on engage l'avenir des Françaises et des Français pendant 5 ans.
personnellement, je ne peux parler qu'à mon nom, je ne suis pas favorable à un report des élections. Mais encore une fois, c'est l'actualité qui le décidera. Mais aujourd'hui, cette actualité, est-ce qu'elle ne va pas faire? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un risque qu'elle fausse le résultat de cette élection? Puisque, vous l'avez dit, on aura une campagne totalement, très sobre, où on va ne parler quasiment que de cette guerre. Alors, une campagne sobre, certainement pour le candidat Macron quand il sera candidat, et pour nous en suivant, et pour tous ceux qui iront ensuite aux législatives. Encore une fois, les autres candidats, ça fait un moment qu'ils sont en campagne, ça fait un moment qu'on les voit, donc je pense qu'ils ont eu des meetings. La campagne officielle va commencer dans quelques jours. Ils ont fait les meetings, ils ont donné leur programme, ils font des plateaux télé, enfin je veux dire, eux, ils ont déjà commencé. Je ne vois pas pourquoi, sincèrement, cela tronquerait le résultat des élections. Donc vous pensez que ça va desservir, par exemple, Emmanuel Macron? Ça peut le desservir? Je n'ai pas d'avis à ce sujet. Je ne pense pas qu'on puisse raisonner en disant ça va desservir ou servir, parce que les Françaises et les Français aujourd'hui votent pour un président de la République et pour leurs députés en fonction d'un projet et d'un programme. Et le projet et le programme, il est bien sur l'avenir, il n'est pas sur la situation actuelle. Ce projet et le programme, vous l'avez dit vous-même, ça va être très compliqué pour Emmanuel Macron de le présenter, puisqu'il va être entendu sur toute cette gestion de la crise de l'Ukraine. Ça va être très compliqué pour lui de parler d'autre chose. Mais Emmanuel Macron a des relais sur le terrain, heureusement. Il a quand même toutes les marcheuses et les marcheurs de France qui sont là depuis le début et qui n'ont pas cessé d'être là au quotidien et qui nous ont accompagnés sur plein d'actions. Il a les députés de la majorité présidentielle qui sont là et les sénateurs aussi pour pouvoir promouvoir le programme. Enfin, je veux dire, la campagne présidentielle, elle ne se fait pas que sur un plateau télé à travers des images. Elle se fait d'abord et avant tout sur le terrain. Donc, qui c'est qui va sur le terrain? C'est nous qui allons aussi sur le terrain. Bien sûr que lui, il y va et il l'a démontré. Mais ça fait 5 ans finalement qu'il fait campagne en ayant été sur le terrain. Il a fait le grand débat pendant les Gilets jaunes. C'était un exercice inédit. On n'a jamais vu ça. Donc, bon, Marie-Christine Verdier-Jouclas, est-ce qu'on doit avoir peur que la Russie s'immisce dans l'élection présidentielle, comme elle l'a fait par exemple aux États-Unis en 2016? Ça a été prouvé, il y a eu des ingérences du côté russe. Est-ce qu'on doit avoir peur de ça, nous, en France? En tout cas, on doit prendre toutes les précautions pour que ça n'arrive pas. Lesquelles? Mais aujourd'hui, vous avez des cellules de toute façon sur la cybersécurité qui travaillent sur ça. Il faut les laisser travailler. Et moi, j'ai tout à fait confiance dans nos services pour faire en sorte d'être sûr que ça n'arrive pas. Merci beaucoup, Marie-Christine Verdier-Jouclas. Merci Manon Blangis. Je vous retrouve dans quelques instants pour la suite des festivités. On va parler un peu d'agriculture. J'espère bien. Ben oui, mais on est là pour ça. Merci en tout cas, Manon. Madame la députée, il y a presque 4 ans était votée la loi Egalim. Alors c'est la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Le but de cette loi, il est simple, permettre aux producteurs de vivre dignement de leur travail et renforcer la qualité des produits consommés par les Français. Où en est-on? Eh bien, c'est la question que va tenter déjà, il va vous la poser, et puis on va voir ce que vous allez répondre. C'est Axel Rebaud. Bonjour Axel. Bonjour Alban, bonjour Marie-Christine Verdier-Jouclas. Alors cette question qu'on se pose tous, qu'on se pose chaque année, aujourd'hui Marie-Christine Verdier-Jouclas, est-ce qu'on rémunère suffisamment bien les agriculteurs en 2022? On a fait Egalim, on vient de faire Egalim 2, parce qu'on a reconnu que ça n'avait pas fonctionné et que ça ne marchait pas. Donc, ça avait été un échec déjà. À cette question, je vous réponds forcément non, pas encore assez. Et c'est pour ça qu'on a mis en place Egalim 2 et qu'il faut suivre Egalim 2 et qu'il faut être sûr que ce soit bien appliqué et qu'il faut faire des contrôles. Et récemment, vous avez dû le voir, il y a quand même un grand distributeur qui a été sanctionné d'une amende de 19 millions d'euros parce que justement, il ne mettait pas en place la transparence sur ces échanges au niveau des prix. Et ça, un exemple comme ça, il faut communiquer dessus. Ça rassure les agriculteurs en leur disant, voyez, on fait bien ce qu'on a dit qu'on ferait. Et 2, ça donne un signal d'alerte à tous les distributeurs qui ne voudraient pas, encore une fois, jouer le jeu avec Egalim 2. Donc moi, j'espère bien qu'avec la loi Egalim 2, où on a poussé vraiment tout ce qu'on a pu pousser, on arrivera enfin à ce qu'un agriculteur puisse vivre dignement de son travail. C'est quand même la seule filière, c'est le seul métier où aujourd'hui
on fait un constat d'échec par rapport à ça. Est-ce que vous savez, Marie-Christine Verdier-Jauclac, combien gagne aujourd'hui en moyenne un éleveur en France ? Non, parce que ça va dépendre aussi des différents territoires, ça dépend de la filière ça diffère bovin beaucoup, viande, bovin lait, mais oui, ça diffère de toute façon. On a quand même une moyenne pour un éleveur français, 2290 € par mois, sachant que voilà, c'est un investissement pour lancer un élevage, donc parfois plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est un travail qui est harassant, qui est tous les jours, on connaît les conditions qui sont très difficiles, très compliquées également de prendre des vacances. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, comme vous semblez le dire, qu'on vit bien avec 2290 € en tant qu'éleveur en France ? Mais vous savez, c'est pas la notion de vivre bien, elle est quand même très personnelle. Parce que c'est pareil quand quelqu'un me demande combien j'ai d'indemnité parlementaire. Et quand je donne le montant, des fois des élèves, parce que je vais dans les classes, me disent « Oh là là, mais c'est beaucoup ». Et j'ai dit, mais beaucoup, ça commence à combien pour toi, en fait? C'est ça. Alors, on précise d'ailleurs l'indemnité pour les députés, environ 7 000 €. Oui. Environ 7 000 €. Non, 5 700 €, ça suffit. Alors après, donc, bien sûr, vous avez des collaborateurs à payer, etc. On peut imaginer que ça diminue ce genre de choses. Les agriculteurs aussi ont des machines à payer, très coûteuses à entretenir. Je veux répondre à votre question en disant, est-ce que vous considérez que c'est suffisant ou pas? Je ne peux pas vous répondre à cette question, dans la mesure où on peut toujours trouver que ce n'est pas suffisant, ou on peut trouver que c'est largement suffisant. Parce qu'encore une fois, ça dépend où je vis, sur quel territoire. Les prix ne sont pas pareils quand je suis plutôt dans le nord ou quand je suis dans le sud. Ça dépend après de mon entourage, ça dépend du montant des crédits que je peux avoir parce que j'ai investi. Si c'est un éleveur bovin lait, il a peut-être investi dans une stabulation, donc il est très chargé au niveau des prix. Vous savez, la rémunération, c'est une chose. Quand on dit qu'il faut qu'un éleveur, ou qu'un agriculteur vive bien de son travail, c'est qu'après avoir tout payé, il lui reste suffisamment pour vivre et pour se payer lui-même. Alors, vous précisez, Marie-Christine Verdier-Jauclac, effectivement, ça diffère beaucoup selon l'élevage, la taille, le territoire également. Il y a une chose en revanche qui est indéniable, c'est qu'il y a une véritable détresse chez les agriculteurs en France aujourd'hui. On rappelle 1 à 2 suicides chaque jour dans ce corps de métier. Donc, en plus de la rémunération dont vous parlez, il y a aussi la question des retraites. Jusqu'en 2021, c'était 285 € par mois alloués aux agriculteurs retraités. Avec la loi Egalim 2, on est passé donc à 1046 € par mois pour les retraités. C'est toujours 85% du SMIC seulement. Alors, ce n'est pas la loi Egalim 2, c'est la loi Chassaigne, en fait. 1 et 2 que nous avons voté, que nous avons porté. Pourtant, c'était des lois, effectivement, de l'opposition. Les retraites, c'est un vrai scandale. Vraiment, c'est un vrai scandale. Et quand on a porté la réforme des retraites en sa globalité, c'était bien. Et moi, je prenais souvent l'exemple en disant, mais est-ce que vous trouvez normal qu'un agriculteur qui a cotisé toute sa vie, qui a travaillé toute sa vie, finalement, n'ait pas du tout la même retraite qu'un artisan, qu'un commerçant, qu'un salarié? Enfin, moi, je veux dire, l'universalité de la retraite, c'est bien ça qu'on voulait faire. On a été arrêté à cause de la crise, on n'a pas pu aller jusqu'au bout sur la réforme de retraite et du coup on est monté au créneau en disant mais il faut absolument par contre finir ce mandat en ayant fait au moins quelque chose pour la retraite des agriculteurs. Alors on n'a pas modifié le fond au sens où aujourd'hui il y avait déjà une retraite pour 17 ans et demi de temps de travaux pour un agriculteur, sauf que c'était à 70 ou à 75% du SMIC agricole et qu'on l'a monté simplement à 85%. On a juste fait cette augmentation et on a rattaché aussi les conjoints collaborateurs qui la plupart du temps elles n'avaient pas forcément cotisé au départ, etc. C'est pour ça qu'on dit Chassaigne 1 et Chassaigne 2. Mais pour autant, on sait très bien que ce n'est pas suffisant parce qu'on n'a pas élargi les critères d'éligibilité. Et il y a encore plein d'agriculteurs aujourd'hui qui sont à côté, qui ont travaillé toute leur vie, mais qui n'ont pas les 17 ans et qui n'ont même pas les 85% du SMIC. Et c'est pour ça que si on repart dans une seconde campagne et dans un second mandat, il faut absolument régler les retraites d'une façon générale, mais aussi regarder les retraites agricoles. Donc vous dites qu'en 5 ans de mandat avec Emmanuel Macron à la tête de l'État, ça n'a pas été suffisant pour pouvoir augmenter davantage les revenus des retraités dans le secteur agricole? Mais parce qu'à 85%, on est encore en dessous du seuil de pauvreté, il faut le rappeler. Mais vous savez, on peut regarder toutes les retraites aussi, hein. Il n'y a pas que les agricoles. Ce qu'on voulait, c'était vraiment réformer l'ensemble des retraites pour le futur. Après,
Prendre en considération les retraites existantes, ça a un coût aussi, ça a un budget. Augmenter toutes les retraites agricoles d'une façon uniforme à un montant supérieur, ça veut dire qu'il y a un budget qu'il faut le prévoir. Nous, on a fait le choix dans un premier temps de ramener au moins les conjoints collaborateurs qui étaient vraiment délaissés par rapport à ce système-là, et puis d'augmenter au moins la retraite déjà existante, mais pour ceux qui ont travaillé à temps complet, parce qu'après on peut se poser la question, ceux qui n'ont pas travaillé à temps complet non plus au niveau de l'agriculture et qui ont fait d'autres travaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été d'abord salariés, ils ont aussi cette retraite complémentaire qui se rajoute. Ce qu'il faut regarder, c'est de façon générale. Mais encore une fois, on a un vrai problème en France au niveau des retraites et c'est quelque chose qu'il faut finir de régler. Alors, outre la rémunération et les retraites des agriculteurs, il y a la question du prix de l'alimentation en France. 60% des Français estiment que la nourriture est trop chère aujourd'hui. Alors, pour nous, on peut vous poser une question peut-être. Est-ce que vous avez une idée de combien est-ce que vous dépensez chaque mois pour votre alimentation, Marie-Christine Verdier-Joclas? Alors, c'est un petit peu compliqué cette question parce que si vous voulez, depuis que je suis débutée, je passe pratiquement la semaine à Paris et je rentre le week-end et que comme je suis sur le terrain le week-end, j'ai la chance, c'est mon mari qui me fait les courses et qui me fait manger. Et auparavant peut-être, si vous avez plus en fait, par rapport au prix de l'alimentation, quand ils disent que c'est beaucoup, en fait, c'est toujours pareil, ça commence à combien beaucoup? Pourquoi c'est trop cher? Ça commence à combien le trop? Parce qu'après, vous savez, ces mêmes personnes qui disent « moi, je veux manger sainement, je veux de la viande de qualité, je veux du bio ». Pour vous, aujourd'hui, Marie-Christine Verdier-Joclas, pour vous, est-ce que c'est cher de manger bien? Est-ce que c'est trop cher? Vous n'aimez pas les trop chers? J'ai pas envie, ouais, parce que voilà, encore une fois, parce que trop, ça veut dire que c'est toujours par rapport à une référence. En tout cas, selon les Français, et puis c'est en fonction de chacun. Ce n'est pas assez accessible pour manger bio, pour manger local, respectueux et bon pour la santé. Pour une grande partie des Français, c'est au-dessus de leurs moyens aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que justement, aujourd'hui, on a un problème déjà à la base. Il faut que l'agriculteur puisse vendre correctement en ne diminuant pas lui sa marge ou en vendant à perte. Et ensuite, il faut que tous les intermédiaires jusqu'aux distributeurs fassent aussi des efforts. C'est pour ça que la loi Egalim 2, elle est importante parce qu'il faut que ce soit d'un bout à l'autre de la chaîne qu'on fasse des efforts. Il faut installer plus de jeunes agriculteurs en bio aussi. Il faut qu'il y en ait de plus en plus parce que si vous en avez plus, ça va mécaniquement baisser aussi le prix. Mais aujourd'hui, quand même, quand vous allez sur un marché, vous pouvez être surpris d'avoir quand même des produits locaux ou des produits bio qui sont tout à fait accessibles et moins chers que ce que vous pouvez retrouver aussi en grande surface. C'est pour ça que la notion de trop, moi je suis très vigilante. Il y a des endroits quand même où vous pouvez avoir une bonne alimentation à un prix convenable. Vous voyez, je préfère parler de prix raisonnable, de prix convenable, plutôt que de prix cher ou de prix bas. Vous dites qu'il faut quand même des efforts d'un bout à l'autre de la chaîne de production, des agriculteurs jusqu'aux consommateurs. Est-ce qu'on est en droit de demander aussi des comptes et donc des efforts de la part de l'État? Les différents candidats à l'élection présidentielle, par exemple Yannick Jadot ou Christiane Taubira, qui proposent 0% de TVA sur les produits bio, sur les produits locaux et responsables et bons pour la santé, afin justement de favoriser leur vente auprès des Français. Est-ce que c'est une mesure qui est envisagée par le gouvernement? Alors, je suis commissaire aux finances depuis 5 ans, donc je dis d'accord, mais comment ils financent ça, déjà? Parce que ça, c'est bien de faire des promesses comme ça, mais il faut aussi en face dire comment on les finance. Pour vous, c'est impossible. Après, j'ai pas dit que c'était impossible. J'ai dit qu'il faut simplement le regarder, savoir combien ça coûte et combien je le finance. Vous avez des mesures qu'on a mis en place qui sont plus incitatives. On a augmenté le montant du crédit d'impôt pour les agriculteurs bio. On a mis en place un crédit d'impôt pour les agriculteurs qui font de HVE, haute valeur environnementale. C'est-à-dire qu'on a mis déjà de l'argent pour inciter les agriculteurs à aller vers une agriculture plus vertueuse. Et je pense que ça peut fonctionner tout aussi bien. Merci Marie-Christine Verdier-Joclas. Merci Axel Rebaud, merci Madame la députée. C'est la fin de ce premier épisode de 2022, l'invité. Merci Madame la députée d'avoir de vous être arrêté à notre stand. Merci à vous, et vous avez toujours des journalistes aussi dynamiques, aussi punchline, donc c'était un plaisir de nouveau de les retrouver et d'être face à eux parce que voilà, ils ont la pêche, continuez comme ça. Ils l'ont entendu. Merci à vous, bonne visite.
Vous allez, j'imagine, forcément vous arrêter à la région Occitanie? Ah, forcément, et surtout au bistrot du Tarn. Ah, et ben. Donc, si vous avez envie de manger de la soupe à l'ail, de la tartine de veau, du fromage et du vin de Gaillac, n'hésitez pas à aller sur le bistrot du Tarn. Eh ben, le message est passé. On ira. Tiens, on a une équipe de journalistes qui vont se balader tout au long de ce salon. Donc, ils iront. Merci en tout cas. Et restez bien avec nous, puisque dans quelques instants, c'est À Travers Champs qui démarre.